Donc les objectifs, on va d'abord parler des recommandations du comité technique, puisque une recommandation sur le côté diagnostic et notamment le retard de croissance a été émise. Objectif numéro 2, connaître la définition du retard de croissance, connaître les critères diagnostiques, les éléments du diagnostic différentiel et du diagnostic étiologique. Donc on va commencer par les recommandations. Elles sont assez claires et elles témoignent bien du travail qui a été fait en amont. Donc le paramètre le plus sensible pour l'identification d'un RCIU est la mesure de la circonférence abdominale. D'accord, les choses sont claires, il n'y a pas d'ambiguïté. La méthode la plus adaptée à l'estimation du poids fœtal d'un fœtus est celle de Hadlock à 4 paramètres, donc qui inclut également le BIP. L'indication d'une échographie diagnostique est une circonférence abdominale ou une EPF inférieure au 10e percentile pour les patientes à risque ou au 3e percentile pour les patientes à bas risque. D'accord ? Donc, le comité technique lève beaucoup d'ambiguïté sur la notion de seuil, qui est toujours un problème, puisque si on prend le 10e percentile, on va prendre 10% de la population, et le 3e percentile, 3%. Autre recommandation qui me paraît majeure, parce que ça aussi dans l'activité de dépistage, c'est parfois un problème, 2 examens successifs de croissance doivent être séparés d'au moins 14 jours. Ça vous évitera de faire des échographies toutes les semaines pour pas grand-chose. Le risque de conclure à tort un retard de croissance diminue avec l'allongement du temps entre 2 examens biométriques successifs. C'est statistiquement prouvé, et notamment avec 2 opérateurs différents, la probabilité de conclure à tort un RCU alors que le fœtus grandit normalement entre 34 et 36 est de 17%. Donc c'est relativement important, et je crois que c'est des données qu'on doit absolument connaître avant d'aborder même le diagnostic du retard de croissance. Alors la définition du retard de croissance aussi, il faut lever, je crois, pas mal d'ambiguïté. Tout d'abord, au point de vue génétique de la croissance in utero, je ne vais pas faire de choses compliquées parce que je ne suis que radiologue. Le poids de naissance dépend tout d'abord de la taille et du poids des parents, c'est très important, et de l'origine ethnique. Et les variations du gabarit de naissance sont multigéniques d'une part, et puis multifactorielles au sein du développement, je dirais, multigénique. Ce qu'on commence à bien comprendre en termes de physiopathologie, c'est que la croissance fœtale dépend essentiellement de l'insuline et des facteurs de croissance insuline-like, et que c'est tout ce système qui régit la bonne ou la mauvaise croissance du fœtus in utero. Alors, la définition, c'est le fait qu'un fœtus n'a pas atteint son potentiel de poids à un âge gestationnel donné, et quelle qu'en soit la raison. On ne se place pas du tout sur le plan étiologique. Et donc 3 à 10% des fœtus sont concernés, si on se passe à bas risque ou à les patientes à risque, en fonction du seuil, du 3e ou du 10e percentile. Pour à peu près un tiers, pour simplifier, on va avoir des vrais retards de croissance. Et pour environ 2 tiers, on va avoir des fœtus constitutionnellement petits, sans que ce soit pathologique. Les enjeux sont importants parce que le RCIU, c'est une situation qui est très à risque. Un quart des morts fœtales in utero sont des retards de croissance. 50% des retards de croissance ont une morbidité perpartum, et il y a également une morbidité néonatale, puis à l'âge adulte, et on commence bien maintenant à comprendre la programmation anténatale des maladies de l'adulte, et notamment le syndrome X avec les problèmes d'hypertension, de dyslipidémie. Donc les enjeux en termes de santé publique sont absolument capitaux. La littérature scientifique là-dessus est absolument prolifique. Alors, les critères diagnostiques, maintenant, de retard de croissance intra-utérin. Il y avait un temps où ça continue d'ailleurs également, où la hauteur utérine était un critère, elle peut l'être toujours. Il faut connaître ses limites, et en particulier, ces limites, ce sont 30% de faux négatifs et 50% de faux positifs. L'échographie a donc trouvé toute sa place, on l'a bien vu, avec les rappels de Georges sur la méthodologie, qui est absolument capitale, avec les 2 critères qui vont être la circonférence abdominale et l'estimation du poids fœtal. On va y revenir. Un élément absolument clé, c'est la vérification du terme, en particulier à l'échographie du 1er trimestre.